Retour dans la semaine de l'écho. L'Europe veut s'attaquer à l'optimisation fiscale des géants du net. À défaut d'accord au sein du G20 réuni en Argentine et en début de semaine, Bruxelles monte au créneau. Poussée par Paris et Berlin, la Commission européenne propose une taxe provisoire de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé par ces multinationales dans chaque pays et non pas uniquement dans ceux où elles ont installé leur siège. Comment ça marche? Est-ce vraiment efficace? On en parle avec mes invités. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, compagnie fabricant de compresseurs d'air et secrétaire général de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus. Mathias Tavel, porte-parole national de la France Insoumise et coordinateur de la campagne contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors bien qu'elle s'en défende, la Commission souhaite taxer davantage les GAFAM. C'est un acronyme qui signifie Google, Apple, Facebook, Amazon et autres Microsoft. Et les NATU pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Des mastodontes qui font des profits records, mais continuent à payer peu de taxes dans les pays européens, 9% contre 23% pour les entreprises traditionnelles. On écoute le commissaire Pierre Moscovici. Ce n'est ni une taxe GAFA, ni une taxe anti-américaine. Notre projet ne vise pas des entreprises, ni des pays en particulier. Selon nos estimations, de 120 à 150 entreprises sont concernées par ce projet. Alors cette taxe ne vise pas des pays en particulier ni les GAFA, mais elle touche des entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial. Pas question donc de fragiliser les petites start-up. Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous? Je pense que c'est une mauvaise réponse à un bon problème et à une bonne question. Je pense qu'il est juste proprement scandaleux que, en clair, toutes les entreprises ne soient pas traitées avec équité. Et ça c'est du bon sens. Je veux dire que moi qui suis industriel et qui suis basé en France, je veux dire que là, je ne peux pas faire de l'optimisation fiscale à la Google ou à la Facebook. Pourquoi je trouve que ce n'est pas une bonne méthode? Parce que d'abord, je pense qu'il faudrait faire une taxe sur les profits et non pas sur le chiffre d'affaires, parce que vous avez des sociétés qui font du chiffre d'affaires et qui ne font pas de profit. Et justement, vous avez parlé de profit record. Et deuxièmement, ce que je pense que les discussions auxquelles nous assistons sur justement la création de cette taxe, d'abord, je pense que c'est un petit peu un éléphant qui accouche d'une souris. Et ça montre qu'il y a un vrai problème déjà d'union au niveau des 27, au niveau européen. Les 28, merci. Et là, la question de fond, c'est vraiment de pouvoir créer une fiscalité commune pour éviter qu'on ait des différences et des divergences au sein de l'Union européenne, pour qu'en clair, on ait des sociétés qui en ont les moyens, qui puissent tirer parti de ces différences. Et en clair, quand finalement, c'est pas très bien en France, on va aller s'installer chez le voisin d'à côté. Donc, je pense besoin d'harmonisation, taxe plutôt sur les bénéfices que sur le chiffre d'affaires. Quel est votre avis? Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il vaut mieux taxer les bénéfices. Vous voyez, là, taxer le chiffre d'affaires, ça veut dire que vous pouvez taxer des entreprises qui font des pertes. Et donc, c'est effectivement pas souhaitable. Alors, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même... Oui, mais vous pouvez quand même faire des pertes, même si vous avez ce chiffre d'affaires-là. Uber, par exemple. Et, voilà. et donc, du coup, effectivement, c'est pas forcément le meilleur système pour faire grandir des entreprises, parce que c'est quand même le but, c'est pas non plus de tuer les entreprises. Alors, ensuite, on voit bien que toutes les grandes multinationales font de l'optimisation fiscale. Alors là, dans le cas du numérique, c'est encore plus particulier parce que c'est un changement de modèle. Et là, le citoyen se fait avoir deux fois. Il est là le problème aussi. Il se fait avoir une première fois parce qu'il pense avoir un service gratuit en échange. C'est-à-dire que j'ai un service gratuit, mais en échange, je donne des données personnelles et je pense que du coup, c'est juste une sorte de troc. Sauf que ces données personnelles sont ensuite monétisées et c'est au moment où ils vendent, où ces plateformes vendent ces données personnelles, qu'elles font cette optimisation fiscale, puisqu'elles peuvent demander à la filiale irlandaise ou aux Pays-Bas ou au Luxembourg de finalement contracter ce contrat. Et donc, du coup, les citoyens se font avoir deux fois parce que ils payent finalement ce service parce que les entreprises vont répercuter ce coût-là, donc les prix sont un peu plus élevés, donc contrairement à ce qu'ils pensent. C'est souvent gratuit, la plupart du temps. Oui, mais ensuite, les entreprises qui rachètent ces données, puisqu'elles ont un coût supplémentaire, et dans leur prix, elles vont intégrer le fait qu'elles ont acheté ces données-là, et donc du coup, vous allez le payer en achetant des services par ailleurs, c'est pas le service exactement de la plateforme, mais à côté. Et ensuite, les États perdent énormément en recettes fiscales et donc du coup sont obligés soit de réduire les dépenses publiques, soit d'augmenter les impôts pour faire face à cela. Et donc le citoyen perd deux fois. Et donc on comprend bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça à longtemps, qu'il va falloir l'harmonisation fiscale parce qu'il est complètement anormal qu'on ait y compris un paradis fiscal ou deux ou trois en zone euro, mais qu'en fait la réponse elle est aussi au niveau mondial. Donc alors je suis d'accord avec
avec ce qu'il a dit, c'est pas la bonne réponse, mais au moins il y a un début de réponse qui peut quand même mettre ça sur le débat. C'est de l'affichage politique, c'est une volonté de l'Europe d'être en pointe sur ces questions, en tout cas d'occuper le terrain, le temps de trouver un accord international. Parce que voir quand même M. Moscovici, dont on ne rappellera jamais assez qu'il était le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac, nous parler de la lutte contre l'évasion fiscale, ça fait il n'est pas responsable des faits de Jérôme Cahuzac. Évidemment, il n'est pas responsable des faits, mais au moins n'a-t-il pas pris à l'époque toutes les mesures pour enquêter et savoir la vérité. Après, surtout, on touche là du doigt. Cette évasion fiscale, elle est faite où? Elle est faite à l'intérieur de l'Union européenne. Elle est faite en Irlande, au Luxembourg, à Chypre, à Malte, aux Pays-Bas. Voilà. Et qu'est-ce qui est proposé contre ça? Rien. La liste de paradis fiscaux que l'Union européenne a adoptée, le premier point, c'était surtout ne parlons pas de nous, aucun pays européen dans cette liste des paradis fiscaux. Là, on va parler de cette question fiscale, très bien. Mais est-ce que M. Moscovici est au courant qu'en matière fiscale, il a besoin de l'unanimité des États pour prendre une décision? Ça veut dire qu'il parle. Justement, cette unanimité, elle va être très très difficile à obtenir. Et là, le gouvernement français, mais c'est pareil, c'est beaucoup de com, parce que M. Le Maire a refusé toutes les propositions de lutte contre la fraude fiscale au moment de l'examen du budget 2018. Et la France pourrait dire, en Europe, ça va être compliqué avec l'unanimité, faisons une coopération renforcée à quelques pays. Il ne dit pas ça. Il dit, attendons de voir qu'on se mette tous d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, l'évasion fiscale va pouvoir continuer tant que cette Union européenne fonctionnera de cette façon. Alors comment obtenir justement l'unanimité, sachant que, vous l'avez dit, des pays comme l'Irlande est un asile fiscal intéressant pour ces grandes entreprises du net? Alors, ça n'est pas un problème nouveau. C'est-à-dire que malheureusement, et je le déplore, on a fait l'union monétaire avant de faire l'union budgétaire et fiscale, mais il va bien falloir qu'on y arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un besoin impérieux parce qu'on va être de plus en plus sollicités, nous, Européens, à des questions. Là on parle des GAFA, mais il y aura d'autres questions qui vont faire appel justement aux différences fiscales, comme le soulignait Eric. Et donc, il faut absolument qu'on puisse harmoniser cet espace européen. Puisqu'aujourd'hui, en clair, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a créé un terrain de football. Tout le monde est sur le même terrain de football, mais il y a des règles différentes selon les équipes. Ça ne peut pas fonctionner. Et là, aujourd'hui, il y a un enjeu économique qui est très important. Alors, on a compris ce besoin d'harmonisation. Maintenant, est-ce que ce projet de taxe, il n'arrive pas au mauvais moment pour Washington, en tout cas au moment où Washington renonce temporairement à surtaxer l'acier européen? Est-ce que ça ne va pas tendre les relations transatlantiques? Ça pourrait, mais vous voyez que c'est un problème, y compris aux États-Unis, je pense, qui se pose ce problème-là. Enfin, mais c'est de rapatrier en tout cas les bénéfices de ces GAFA. On a demandé à l'OCDE d'essayer de tenter de régler ce problème-là. C'est en cours. Tout le monde est d'accord avec, il va falloir s'en occuper. Et donc, vous avez, soit vous dites, oui, mais c'est extrêmement compliqué de savoir où sont les bénéfices, comment on va l'évaluer, etc. Et donc, ça va mettre beaucoup de temps. Il faut créer un établissement stable, numérique, etc. Donc, c'est assez compliqué. Donc, soit on dit, on attend d'avoir fait tout cela pour réagir, soit on dit, OK, on peut essayer faire quelque chose de pas très bon, parce que c'est sur les chiffres d'affaires et pas sur les bénéfices, mais au moins on avance. C'est un signe politique. C'est un signe politique, et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait y avoir l'unanimité, parce que les Luxembourgeois, les Néerlandais, même les Irlandais qui avaient ce système. Ils se disent qu'il vaut mieux avoir une petite taxe là, parce que c'est pas grand-chose, encore une fois, cette taxe-là, c'est 5 milliards sur l'Union européenne, donc à 28, vous divisez ça par 28, ça fait une toute petite taxe, et peut-être peut dire, on joue le jeu. On n'est pas les moutons noirs, comme vous semblez le dire. On veut bien un peu collaborer. Donc, c'est peut-être une façon de collaborer de façon à relativement bon marché pour ces pays-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de... Surtout qu'il y a un moyen de pression. Parce que la proposition qui est faite, elle n'est pas juste fiscalement. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Taxer le chiffre d'affaires plutôt que le bénéfice. Et pourquoi créer une taxe sur le chiffre d'affaires pour les multinationales, mais pas appliquer la même taxe pour les PME? C'est absurde. Aujourd'hui, l'impôt doit être... Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on est tous taxés au niveau du résultat. Donc en gros, on dit ceux qui ont le droit, ceux qui ont les moyens pour contourner l'impôt sur les sociétés, on va leur faire un petit impôt sur mesure qui ne va pas leur faire trop mal, pendant qu'on taxera les autres à 30%. Donc ça, c'est pas une méthode pour construire une justice fiscale au niveau de l'Union européenne et encore moins au niveau national. Alors l'autre information de la semaine, c'est le nouveau scandale Facebook. La société britannique d'analyse de données Cambridge Analytica est accusée d'avoir récupéré les informations de plus de 50 millions d'utilisateurs à leur insu en 2014. Le groupe se dit scandalisé d'avoir été trompé, reconnaît tardivement ses erreurs. Les procureurs de New York, du Massachusetts, du Connecticut ont lancé des enquêtes. Les autorités fédérales pourraient en faire de même et des appels ou des abonnements circulent sur Internet. Est-ce que c'est le scandale de trop pour Facebook ? Je ne sais pas si c'est le scandale de trop, mais entre gitans, on ne va pas se raconter la bonne aventure. Je veux dire que quand j'ai vu les excuses de M. Zuckerberg, je rigole. Ça vous a semblé hypocrite?
Mais c'est pas que ça va sembler, c'est complètement hypocrite. Bon, maintenant, ce qui me semble important, c'est que Facebook bénéficie de la matière première que sont nos informations à tous. Donc, nous avons aujourd'hui des gens qui sont victimes de naturisme informatique et qui, délibérément, mettent à disposition des informations sur leur famille, sur leur entreprise, etc., etc. Je pense qu'il est important que ces gens-là comprennent, c'est ce que disait Eric, que si c'est gratuit, c'est vous le produit, et que vous êtes dans la fausse gratuité, c'est-à-dire que vos informations, elles vont se retrouver dans une espèce de... Vous dites ces gens, vous dites des internautes. Mais nous tous. Quand vous mettez une photo de vos enfants sur Facebook, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri que ces mêmes photos vont être utilisées, revendues, réanalysées, et en clair, on va les hacher et les revendre. Donc, il n'y a pas de gratuité, et donc, maintenant que ces informations aient été utilisées à des fins politiques, mais je ne suis absolument pas surpris. J'espère juste que ça s'arrête là et qu'on ne découvrira pas dans quelques mois qu'il y a des choses encore pires. Est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg risque exactement le même sort que Travis Kalanick, le patron d'Uber, qui a finalement été évincé par son conseil d'administration? Est-ce que c'est envisageable? Ça paraît plus difficile, mais même si je n'ai pas un avis extrêmement autorisé sur cette question-là, dans la mesure où c'est quand même lui le fondateur, et je pense qu'il est quand même un peu l'âme aussi de Facebook. Alors, en plus, Facebook gagne de l'argent, contrairement à Uber, voilà, et que les actionnaires sont bien rémunérés. Alors, on l'attendait, il s'est un peu caché, etc. Il n'en sort pas extrêmement grandi, c'est le moins qu'on puisse dire de cette histoire-là, mais voilà, on peut peut-être lui faire confiance pour essayer de rebondir. Très rapidement. En tout cas, ça montre bien que même numérique, le capitalisme est toujours parfois... poussé à aller ne pas payer ses impôts, revendre des données qu'on collectées on ne sait trop comment. Et ça pose aussi la question de ce qui est fait dans l'Union européenne et aux États-Unis. Et je crois qu'il serait grand temps d'avoir un protectionnisme, au moins au niveau européen, pour se protéger de ce genre d'exportation de données. Vous semblez être d'accord sur ce point. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je pense que c'est quand même la moindre des choses, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Farah Bouchrak et à Agnès Lecossec de m'avoir aidé à la préparer. L'information continue sur France 24.